voulais dire autobut, mais je vais dire intensité. Alors moi j'aurais pu dire VAR aussi, tu vois. Donc, on a chacun des débats différents, mais c'est vrai qu'effectivement ça a été émaillé de certaines polémiques la compétition. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, même pendant l'Euro, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un bonheur, un plaisir d'être en votre compagnie, surtout parce qu'aujourd'hui on a encore une fois un invité exceptionnel. C'est pendant l'Euro, on a décidé de vous gâter, ça va être absolument fantastique. Mais d'abord, on présente nos chroniqueurs. Il est de retour. Ouais. Xavier, comment ça va? Ça va pas mal, et toi, ça se fait? Très bien, très bien. Je suis extrêmement heureux de te recevoir. En plus de ça, aujourd'hui, on va parler d'un grand sujet. On va parler de l'Espagne, les amis. Et donc, forcément, t'es un petit peu le grand gagnant du soir, là. Enfin, ou plutôt du jour. Tu mettais en doute mes analyses, toi, mais au final... Je m'incline. Tac, Merci. chapeau bas. Félicitations. On va y revenir, mais effectivement, tes analyses étaient très, très bonnes. J'ai envie même de t'appeler Nostradamus Xavier. Voilà, c'est incroyable. Thomas, comment ça va? Très bien, Castells a joué un excellent match et Lukaku a été très fort, donc moi je suis refait, je suis ravi. C'est ce que je voulais. Exactement, t'as fait taire les critiques après le très premier content. match, qui était d'ailleurs un match intéressant. Hein. Ouais, on y reviendra avec Belgique-Roumanie. Et effectivement, Romelu Lukaku a mis un petit peu les points sur les i. Notre invité aujourd'hui, c'est justement un Belge, mais d'origine espagnole. Ça va nous permettre de parler de l'Euro aussi. C'est Monsieur Alessio Castromontes. Comment estás, amigo? Ça va bien, merci. Je suis très, très, très content de te recevoir. Ça me fait Content vraiment d'être ici. plaisir que tu sois là. Tu es vraiment le bienvenu. Et puis, surtout, je voulais te féliciter pour cette saison. Tu as fait une saison fantastique. Tu es monté véritablement en puissance. Jusqu'au point, on va y revenir, de faire partie des 40 présélectionnés de chez les Diables Rouges. Est-ce que tu t'attendais à vivre une saison comme ça, aussi complète, aussi haut niveau? Peut-être que je m'y attendais pas trop, mais bon, voilà, j'espérais quand même. Qu'est-ce qui a changé dans les faits depuis que tu es arrivé à l'Union, dans ta façon de jouer au foot, dans ta manière même au niveau de ta mentalité? J'ai un peu repris le plaisir du foot, quoi, parce que j'avais un peu perdu le plaisir du foot, surtout la dernière année, surtout la fin à Gand. Voilà, donc tout le monde savait que j'étais très très heureux à Gand, et comme j'ai un peu dû partir là-bas, j'avais un peu perdu le plaisir du foot, mais voilà, j'ai tout retrouvé à l'Union. Ben oui, c'est ça. On en parlait tout à l'heure en coulisses. C'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'au départ, tu ne voulais pas aller à l'Union. T'étais dans une situation où c'était un peu compliqué. C'était plus le club qui disait, vas-y, va rejoindre un concurrent. Et tu disais, mais attends, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il me pousse là-bas, quoi? Ouais, pas totalement. Voilà, moi dans ma tête, quand je partais à Gand, j'avais fait 4 années à Gand, donc voilà, comme joueur belge, pour moi le pas suivant était partir à l'étranger, donc dans ma tête, j'allais pas partir à l'Union. Après, ils sont venus avec les projets sportifs et tout, et voilà, ça m'a plu. Et donc, je pense que aujourd'hui, là, je peux dire que c'était le meilleur choix que je pouvais faire. Ouais, alors on l'a révélé, bien sûr, le départ de Alexander Blessin devrait se confirmer dans les prochains jours. C'est un homme qui t'a quand même, je trouve, fait beaucoup progresser dans le jeu. Qu'est-ce qui justement il t'a apporté concrètement? Quand tu dois te dire, ok, si je dois retenir une chose d'Alexander Blessin sur la saison que j'ai vécue, c'est quoi? Pour moi, c'est vraiment la façon dont il parle à ses joueurs, il met en confiance ses joueurs, parce que voilà, on sait tous que on a un groupe avec beaucoup de qualité et tout, mais voilà, souvent il y a des équipes qui ont beaucoup de qualité, mais où ça ne sort pas trop. Mais voilà, le coach il sait vraiment te mettre en confiance, que tu fais vraiment les meilleures prestations que tu peux faire, que tu as en soi, et même de progresser. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir des coachs différents pour apprendre des trucs différents tactiquement et même en dehors du terrain. Et voilà, c'est vraiment le coach là, Alexander, il m'a vraiment su motiver, me mettre en confiance, et vraiment la façon dont il m'a parlé. Quand on a vraiment la relation entre nous,
ouais, ça m'a permis de vraiment être au meilleur niveau. Et il y a le côté humain aussi qui est important chez Alexander Blessing. Moi, je revois ces images en pleurs avec sa femme après la victoire de la Coupe de Belgique. On avait un peu l'impression aussi que si vous vous donniez, c'était aussi un petit peu pour lui. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'affection. Le groupe avait beaucoup de sentiments, en fait, pour Alexander Blessing. Ouais, tout à fait. Je pense que dans le groupe, on voulait vraiment arracher un titre pour le coach aussi, pour nous, mais aussi pour le coach, pour sa situation à la maison. Donc voilà, non, c'est vraiment que on voulait vraiment le faire pour lui aussi, parce que c'est vraiment un mec tellement aimable. Donc non, comme je dis, c'est vraiment un bon mec. Comme la façon dont il nous parle et tout, c'est vraiment un top mec. Ouais. Mais toi, dans le jeu, je vais te donner la parole, Thomas, parce que je pense que tu veux réagir. Dans le jeu, formellement, moi, je trouve que tu as beaucoup progressé. Mais si tu dois te dire, OK, il y a vraiment cet aspect-là où cette année, j'ai fait quelque chose de plus que les années précédentes, ce serait quoi? C'est difficile à dire. Voilà, je pense que j'étais un peu plus dans la réussite dans tout ce que je faisais. J'ai fait aussi une saison très constante, donc du début à la fin. C'est peut-être un peu ça aussi que j'ai fait un peu différent que les autres années. Il y a une question mentale ou pas? Il y a quelque chose de mentalité aussi par rapport à la différence entre Gand et Union, qui toi aussi te permet de devenir te galvaniser? Oui, bien sûr. Et aussi quand je suis venu à l'Union en septembre, l'équipe, elle tournait déjà, ça marchait très bien. Donc voilà, c'est aussi plus facile de monter sur le train quand ça marche vraiment très bien. Donc non, voilà, c'est vraiment ça m'a permis aussi de faire un pas aussi. Thomas? Non, moi je voulais juste revenir par rapport à Blessing. C'est plus votre pote que votre entraîneur, j'ai l'impression un peu. Genre parfois, oui, parfois, mais parfois aussi. Cool. Des fois, il a été. Des fois, je me rappelle aussi les premiers matchs, même à domicile contre Penn, je pense. On menait 2-0 à la mi-temps. Un match pas trop difficile, mais les premières 20 minutes, ils étaient pas top. Il nous a tués dans le vestiaire. Ouais. Donc là, je me suis dit, oh. Donc non, c'est vrai que c'est vraiment un pote pour nous, mais il sait mettre la limite et la distance. Ouais, il sait mettre la limite et parfois il peut aussi changer assez rapidement. Mais voilà, je pense que il faut aussi. Ouais, non, clairement, c'est sûr. Xavier, t'as peut-être une question à poser à l'essieu, quelque chose qui te vient en tête? Non, peut-être si tu devais choisir ton meilleur match de la saison, tu dirais c'est lequel? Si t'arrives à en choisir que je sais que tu m'as dit que tu en avais joué 51, donc ça fait beaucoup, mais si t'arrives à en sortir un peut-être. Un particulier, je sais pas, ça dépend un peu, ouais, je peux choisir tous les matchs de Belgique. Alors je pense quand même le match à Francfort. Pour le tout en fait. Là il y avait la qualification, on s'y entendait pas. Parce qu'on avait fait 2-2 à domicile, donc pour aller jouer là-bas devant, je sais pas, 50 000 personnes, une bonne équipe en plus. Voilà, mais j'avais fait un très bon match. Tedesco aurait dû le prendre à droite alors. On va y venir. C'était là où il fallait en fait. Il avait été excellent et tu avais fait un match absolument incroyable. J'étais aux commentaires en fait sur RMC Sport et je me rappelle que je disais souvent, alors évidemment en Belgique on le dit pas comme ça, mais moi j'étais toujours en train de dire Alessio Castromontes. Tu vois, je le disais vraiment à l'espagnol. Et puis c'était un moment très très fort. T'as été absolument incroyable. D'ailleurs, je pense que c'est sur base de ces performances-là que Domenico Tedesco t'a mis dans les 40 présélectionnés parce que tu faisais partie des 40 présélectionnés. Tu t'attendais quand même à être dans les 25 ou t'étais pas surpris de pas y être? Non, je m'y attendais pas d'y être. J'étais pas surpris parce que voilà, je pensais pour moi, s'il y avait un moment où je devais être dans la sélection, je pensais que c'était celui en mars, avril. Mais il m'avait pas pris, donc je savais que ça allait être difficile vraiment pour être dans le groupe pour la première fois pour l'Euro. Donc non, bon, j'espérais quand même d'y être, mais je pense comme le coach l'a aussi expliqué devant la presse et tout, que c'est pas un choix contre moi, mais pour un autre joueur. Et qu'est-ce qui manque encore à Alessio Castromontes pour être dans la sélection? Je pense que peut-être c'est un peu le système aussi. À l'Union, on joue pas le même système qu'avec l'équipe nationale.
Donc peut-être ça et peut-être aussi un peu l'expérience internationale. Donc c'est bien de jouer Europa League, Conference League et tout en Europe, mais voilà, je pense que le coach il veut quand même plutôt des joueurs qui font vraiment des compétitions, des matchs chaque semaine sur un niveau plus élevé. Top 5 championnat d'Europe. Mais c'est ça. Moi, je me posais cette question-là. Je me dis, est-ce que pour atteindre le niveau international, toi-même, tu te dis, moi, Alessio, je dois faire ça, pour atteindre ce niveau, pour pouvoir être sélectionnable. Est-ce que tu as dans ta tête des objectifs? Pas vraiment, mais je pense quand même, comme je dis, que si je veux vraiment être incontournable, que je dois jouer dans une top 5 compétition, faire des bons matchs là, chaque semaine aussi. Pour vraiment être dans la liste, quoi. Et elle est où ta marge de progression? C'est-à-dire jusqu'où tu veux aller dans ta carrière pour toi? Le maximum que tu dis. Jusqu'où je veux aller? Tu peux, hein, les ambitions, c'est important d'en avoir. C'est vrai. Mais voilà, j'ai 27 ans maintenant, donc la marge de progression est plus si grande que quand j'avais 21 ans. Donc je pense pour moi que c'est maintenant, dans 1 an ou dans 2 ans, de faire encore un pas supérieur pour aller à l'étranger peut-être, une grande compétition, un grand club pour améliorer. Je pense que c'est ça mon ambition, de faire ce pas encore et puis voir, voilà, peut-être que je fais un pas à l'étranger et que je vois que la compétition est trop difficile pour moi. Ouais. Donc alors je sais que mes limites c'est la compétition belge. Sinon peut-être que pour moi je dis ça va très bien, peut-être que je peux encore faire un cran, peut-être dans un club encore supérieur dans la même compétition. Tu veux tester tes limites en fait. Voilà, c'est ça. C'est bien, c'est le plus important. Aller à un moment donné aussi se mettre en difficulté, c'est important pour savoir où est-ce qu'on peut aller. Pour le moment, on ne le sait pas encore, mais c'est vrai qu'aller dans un top 5 league, ça pourrait l'y aider. S'il y a un type de championnat qui lui correspondrait le mieux, toi en tant qu'analyste, Thomas, tu pencherais plus pour quoi? Bah après, je pense pas que c'est le championnat qu'il faut regarder parce que Alessio il a un profil assez atypique parce que justement il joue en piston. Et ça fait des années qu'il joue comme ça. La Gantoise à l'Union, c'est comme ça. C'est peut-être pour ça aussi, comme il disait, qu'il n'est pas forcément sélectionné en équipe nationale parce que le système ne lui correspond pas. Mais ouais, non, il y a des clubs, on en a parlé en off. Il y a Lens qui joue comme ça. En Allemagne, il y a qui joue à 3 derrière. Je t'interromps 2 secondes parce que c'est intéressant. Le système ne lui correspond pas. Non. Ça veut dire que toi, tu te sens pas à l'aise peut-être de jouer dans un 4 défensif. Tu penses que ton potentiel il est moins bien exploité à 4 qu'à 3? Ouais, je pense que ma meilleure position, c'est à 3 derrière, donc piston droit. Mais voilà, moi aussi j'ai souvent dit que j'aimerais bien jouer dans une équipe qui joue à 4 derrière pour aussi montrer que je peux jouer là-bas. Tu vois, parce que j'entends souvent que il sait pas jouer à 4 derrière et tout, mais c'est pas totalement vrai. C'est qu'on l'a jamais vu, hein. Un De Kuiper par exemple, il joue aussi dans un système à 3 aussi bien à Bruges qu'à Westerlo, et maintenant il joue à gauche à Bruges avec l'équipe première, pardon. Et il le fait de manière excellente. Regarde, il est sélectionné avec l'équipe nationale. Et il joue en Belgique. Et il a fait un très bon match contre le Luxembourg, d'ailleurs. Effectivement, il aurait pu être titulaire contre la Slovaquie. Franchement, ça peut inspirer aussi, pourquoi pas, ton parcours. Tu parlais tout à l'heure d'une équipe qui joue à 3, l'Eintracht Frankfurt. Oui, exact. Ouais. Joue à 3, donc voilà. Il connaît le stade. Voilà. Stade absolument magnifique, d'ailleurs. Stade vraiment super. Et puis en plus de ça, le public est très proche du terrain, donc ça donne une très très grosse intensité. Ça a donné parfois de très bonnes choses, comme des très mauvaises avec Belgique-Slovaquie. Voilà. D'ailleurs, on va parler de l'Euro, messieurs. En un mot, comment est-ce qu'on peut définir cette deuxième journée, Xavier? Plus ou moins comme similaire à la première, je dirais. Cohérente. Du coup, en un mot, cohérent. Cohérent. Voilà. Cohérent. C'est ce que j'allais dire. Donc du coup, tu lui as appliqué son mot, dire similaire, tu vas réinventer le mot. Aïe. Similaire, voilà. cohérent. Comme ça, on a chacun un mot. Cohérent, similaire, ok. Et pour Alessio? Moi, je vais dire intensité. Intensité. Je voulais dire autobut, mais je vais dire intensité. Alors moi, j'aurais pu dire VAR aussi, tu vois. Donc, on a chacun des débats différents, mais c'est vrai qu'effectivement, ça a été émaillé de certaines polémiques, la compétition. Quand tu parles d'intensité, on la sent, cette intensité. C'est vraiment le tournoi international le plus haut niveau. C'est ça? Ouais, peut-être, si on voit l'intensité. Et je pense aussi que pour le spectateur neutre,
Ouais, c'est la meilleure compétition. Ça va de l'un côté à l'autre, beaucoup d'occasions. Donc ouais, voilà, je pense que c'est vraiment beau à voir cette année-ci. Il y a une équipe qui t'impressionne le plus en particulier? Je pense un peu comme tout le monde à l'Espagne. Hein. Ouais. Ça fait plaisir pour moi. Mais voilà, peut-être aussi parce que personne, sauf Xavier peut-être, s'y entendait pas. Donc la surprise est vraiment agréable. Mais justement, on va parler de cette Espagne, messieurs. C'est les moments forts de la semaine. Important d'analyser la Roja parce que ils ont été impressionnants. On parle d'une victoire 1-0 contre l'Italie, mais pour dire la vérité, ça peut être 6, ça peut être 7. Voilà, c'était impressionnant, Xavier. Vraiment, cette Espagne, elle a tenu son rang de favorite comme tu l'annonçais au départ. Oui, clairement. Après, c'est pas forcément le match contre l'Italie qui m'a le plus impressionné, c'est plus le match contre la Croatie, parce qu'au final, contre l'Italie, en fait, Italie-Espagne, pour le moment, l'Espagne, c'est un peu la bête noire de l'Italie. Depuis l'Euro 2012, je crois qu'ils se sont rencontrés 12 fois. C'est une victoire pour l'Italie. Donc, on s'attendait à ce que l'Espagne domine et galère, ait vraiment beaucoup de facilité face à l'Italie. Donc, moi, ça me surprend pas. C'est plus vraiment le match face à la Croatie qui m'a impressionné par l'Espagne. Mais qu'est-ce qui rend cette Espagne si forte, Thomas? Bah, il y a des joueurs qui sont quand même assez, qui sont meilleurs en équipe nationale que dans leur championnat. Je pense notamment à un Fabian Ruiz qui est vraiment excellent avec l'Espagne pour le moment. Et j'ai vu un tweet passer d'ailleurs qui m'a fait assez rire, c'est que Fabian Ruiz en Ligue 1 avec le PSG, c'est un peu le Christopher Deschty, si vous avez la ref. et le Fabian Ruiz avec l'Espagne, c'est Iniesta. Donc ça vous voyez vraiment deux photos. Je trouvais ça vraiment assez marrant et c'est vraiment vrai parce qu'il fait vraiment des matchs excellents et même il y a le fait de donner la chance aux jeunes aussi, comme on en a parlé en off avec Lamine Yamal. Et Williams à gauche. Je pense que c'est la clé de leur succès, le mix d'expérience et de jeunesse. Et d'un point de vue technique, Alessio, comment toi, en tant que joueur, tu expliques qu'on peut être si fort avec son équipe nationale et en même temps parfois complètement transparent avec son équipe, son club? Comment est-ce que ça s'explique? T'as une idée? Voilà. Souvent, ça peut être le système de jeu aussi, pas vraiment la formation, mais je veux vraiment dire comment l'équipe joue. Peut-être que en équipe nationale, tu as beaucoup plus de possession de balle, ou c'est plus facile à avoir le ballon et montrer ce que tu peux faire. Parfois, en équipe, t'as 5 ballons, alors tu vois, il faut déjà essayer de faire la différence avec les 5. Alors qu'en équipe nationale, tu en as 20. Donc, si tu en rates les premiers 5, tu peux encore faire quelque chose avec les 15 autres. Donc, je pense que c'est ça aussi. Maintenant, comme je dis, pour moi, quand je suis venu à l'Union, l'équipe, ça tournait, tu vois, ça fait grand chose aussi. Hein. Si tu viens en équipe nationale, tu vois que vraiment l'équipe est forte. S'il y en a un qui joue très bien, il monte l'équipe. Je pense que c'est ça aussi. Mais tu connaissais les autres équipes nationales espagnoles, tu as vu les compétitions internationales avant cet Euro 2024. Qu'est-ce qui a changé pour toi entre cette Espagne-là et celle d'avant? Moi, il y a peut-être juste un truc, comme ça on échange ensemble en termes de clés d'analyse, la verticalité de Luis de la Fuente, c'est complètement différent. Ça a complètement changé. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Je pense que contre la Croatie, c'est la première fois en, je pense, 12 ans ou quoi, je sais pas, qu'ils ont perdu la possession de balle. Qu'ils n'avaient pas eu plus de possession de balle que l'équipe adverse. Donc voilà, ça veut dire grand chose. C'est plus de verticalité. Ça va beaucoup plus vite vers le but. Et aussi, je pense que ce qui change beaucoup, c'est la vitesse sur les flancs maintenant. Avec Lamine Yamal et Williams, ça va très vite. 1 contre 1, c'est énormément fort. Donc ouais, je pense que c'était un peu ça la différence entre avant et maintenant. Non, autre chose, comme tu dis aussi, contre l'Italie, ça pouvait être 7-0, mais ça reste qu'1-0 avec un autobut. Donc, je pense que c'est ça aussi un peu quand même, ça reste un peu le problème avec l'Espagne. Ouais, c'est ça, c'est la marge de progression, quoi. Ouais, voilà, pour vraiment, l'efficacité, pour vraiment gagner un tournoi, c'est vraiment l'efficacité qui va être la clé. Le pragmatisme, en fait, Thomas, c'est ça, cette équipe d'Espagne. Luis de la Fuente, il a envie de créer une équipe qui gagne, en fait, quelque part, qui est pas nécessairement uniquement belle à voir jouer. Clairement, après, comme Xavier le disait, je trouve que le match face à la Croatie était quand même
plus impressionnante parce que faut quand même regarder ce que l'Italie a fait aussi, même si l'Espagne a très bien joué. J'ai trouvé l'Italie très très mauvais dans ce match, donc On va y venir. le fait que l'Italie joue mal, je pense que ça a avantagé aussi les plans de l'équipe de l'Espagne. Mais maintenant, je suis content qu'on voit une Espagne conquérant. Et je tiens à féliciter Xavier et à m'incliner, comme tu le disais tout à l'heure, parce que pour le coup, je suis assez surpris, surtout dans le secteur défensif, parce qu'on parle souvent de l'attaque avec l'Espagne, mais ils ont encaissé 0 but contre 2 grosses nations. Je trouve ça quand même assez impressionnant parce que je pensais justement que c'était leur point faible, la défense, et ils ont un très bon gardien aussi. Oui, un très bon gardien, Unai Simon, vraiment une grosse qualité. Il fait des arrêts fantastiques. Et le Romano Normand, quelle performance contre l'Italie. Clairement. C'est vrai, clairement. Et puis en plus, un point que je voulais mettre en évidence par rapport à l'Espagne, c'est que, moi je trouve que c'est depuis l'Euro 2021 qu'ils sont en train de monter en puissance. Et c'est logique que c'est pas les mêmes Espagnes qu'auparavant, parce qu'avant l'Espagne, c'était toujours genre moitié Real, moitié Barcelone. Et donc tu as déjà beaucoup d'automatisme, et quand ils arrivent en sélection, ça allait déjà fonctionner, ça allait très bien. Mais ici, quand tu regardes sur les 11 titulaires, tu as 9 clubs différents. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut le temps que tout se mette en place, et que je trouve qu'ils sont en train de monter en puissance depuis, comme je l'ai dit, depuis l'Euro 2021. Et c'est pour ça que maintenant ils arrivent au pic de leur performance, surtout que le coach, il en a connu plein. Il a gagné l'Euro, je pense, ou la Coupe du Monde, mais l'Euro avec les moins de 21, avec Rodri et autres. Donc il les connaît aussi, c'est un coach qui connaît pas mal de joueurs de son groupe, et ça aide, un coach qui est là. Au final, il n'est pas depuis longtemps en Espagne, mais il connaît les joueurs depuis beaucoup plus longtemps. Et tous ces petits ingrédients font que petit à petit, l'Espagne joue de mieux en mieux. Et comme tu l'as dit, le Normand, même Thomas disait, ouais, la défense de l'Espagne, c'est un peu problématique. Et au final, il répond présent, il fait pas trop d'erreurs, il concède pas beaucoup d'occasions non plus. Donc au final, c'est très consistant. On a parlé de Nico Williams, enfin tu as parlé de Nico Williams qui a mangé Di Lorenzo. Je pense qu'il lui a fait la danse, la valdingue, la balayette, tout ce que tu veux. Mais derrière, Lamine Yamal, c'est incroyable. Comment est-ce qu'à 16 ans, on peut avoir ce niveau-là? Allez, faut m'expliquer, parce que moi j'étais impressionné devant ma télé, parce qu'au départ on se disait, quelque part en termes de qualité, il est peut-être un meilleur passeur qu'un meilleur dribbleur. Et la manière dont il a enfumé à chaque fois avec ses crochets courts, avec ses centres de qualité, Di Marco et la défense italienne, tu te dis mais est-ce qu'il va tenir de 16 ans jusqu'à ses 38 ans? Est-ce qu'il va faire une carrière comme ça? Parce que si c'est ça, pour moi, c'est clairement il va arriver dans la lignée des Messi, des Ronaldo. C'est incroyable. On est d'accord. C'est vrai que c'est incroyable. Comme tu dis, moi aussi je pense que c'est plutôt un passeur qu'un buteur. Mais bon, voilà, il a quand même un très bon pied gauche où il peut rentrer et marquer des buts. Je pense que c'est ça encore sa petite marge de progression qu'il a encore, parce que comme il joue là, il peut vraiment pas faire beaucoup mieux. Mais c'est peut-être un peu ça encore, la réussite. S'il peut encore faire cette progression-là d'avoir la réussite, bah c'est vrai que s'il continue comme ça, on voit qu'il a 16 ans, bah il peut devenir un des meilleurs. Comment est-ce qu'on défend quand on joue ce type de joueur-là? C'est-à-dire que toi, en tant que défenseur, est-ce que tu vas à l'anticipation ou alors tu prends le petit pas de recul et tu l'attends? Bah moi personnellement, si je devais jouer contre lui, bah j'essaie un peu de jouer le tout ou rien, le premier contact de ballon, parce que tu sais, un joueur quand même jeune, mentalement il va pas être au top, même s'il a déjà eu, voilà, il a fait sa saison avec le Barcelone, donc terme pression et tout ça, il va être là. Mais bon, moi j'essaierai de vraiment être fort dans le premier contact et essayer de lui prendre la balle, qu'il commence un peu à perdre un peu de la confiance. Mais sinon voilà, si tu sais que le premier contact il te prend en dribble, c'est que ça va être difficile et qu'il faut juste prier que il a pas trop envie, parce que sinon voilà, il te massacre. Oui, parce que j'allais dire, tu veux le faire jouer sur son mauvais pied, mais même sur son mauvais pied, il peut t'enrouler le centre, quoi. C'est impressionnant. C'est difficile à défendre. Thomas. Oui, exact. Bah, si c'était moi, je le blesserais, ce serait ma tactique. Comme ça, t'as plus besoin de défendre sur lui, tu le remplaces et c'est terminé, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis, bon, l'Italie, on va y venir, bien sûr, le débat sur l'Italie. Bon, ils ont pas essayé de le blesser, par contre, hein, là, ils ont été très gentils, j'ai un peu eu l'impression, un peu trop gentils. Et puis, on a vu aussi, ça c'est mon avis, mais c'est la question que je voulais vous poser, les limites de la Squadra Azzurra contre la Roja. Qu'est-ce que t'en penses, Xavier? Est-ce que tu penses que cette Italie a une marge de progression? Moi, je pense que oui, et je reviens sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. En fait, le souci, c'est que je pense que tu peux pas juger l'Italie sur ce match, dans le sens où l'Espagne, depuis 10-15 ans, chaque fois qu'ils affrontent l'Italie,
chaque fois ils gagnent, chaque fois ils dominent. Avant, c'était plus équilibré entre les deux nations, mais maintenant, t'as l'Espagne qui est vraiment un cran au-dessus. Le style de jeu des deux équipes fait que maintenant, l'Espagne a toujours plein de facilités face à l'Italie. Et donc, on s'y attendait avant le match. On savait que l'Espagne allait avoir facile et que l'Italie allait peut-être essayer de jouer le match nul, peut-être le 0-0, 1-1, avec un peu de chance, ils prennent un point. Mais ce match-là, tu le savais à l'avance. Tu me l'aurais dit il y a 1 mois ou 2 mois, je t'aurais dit que ça aurait été pareil, ce match-ci. Donc, je trouve que on peut pas juger l'Italie sur ce match. Il faudra juger sur le 3e match. Sur le premier, tu peux pas juger non plus parce que ça a été ils ont encaissé tout de suite, ils ont dû réagir. Mais je trouve que tu peux clairement pas juger l'Italie sur ce match. Mais t'as quand même des zones d'inquiétude. Je suis désolé. Oui. Quand dans le milieu de terrain, t'es pas capable de ressortir avec un Barella. Ouais, mais tu le savais face à l'Espagne que ça allait être comme ça. Non, mais ils ont été en incapacité de sortir ce ballon, de sortir du pressing espagnol. Et à un moment donné, tu voyais, il n'y avait pas de solution Ouais, mais devant. ça fait 15 ans contre l'Espagne que c'est comme ça, l'Italie. Ben, Mais tu peux non, pas il y a baser des que matchs sur où ils ça. ont été bien plus intéressants. Moi, je me rappelle de l'Euro 2012 sous Prandelli. En 2020, le premier match en phase de groupe, ils tiennent la barre avec, je me rappelle, un Daniele De Rossi en défense centrale et ils parviennent à chaque fois à gagner les premiers duels et à sortir de cette espèce d'épouvantail auquel, voilà, ils ont été complètement asphyxiés dans le match contre l'Espagne ici à 7 euros. Voilà, il y avait quand même des solutions à trouver. Moi, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, en fait, Thomas. Bah déjà, ils auraient pu appeler Berardi, ça m'aurait arrangé. T'es un grand fan de Berardi ou quoi? Mais non, mais tu savais plus lors du C'est preview. son joueur, Oui, son joueur c'est à vrai. suivre de l'Euro. Alors, Il a pas été à Alessio, l'Euro. on va le prévenir parce qu'Alessio ne sait pas de quoi on parle. En fait, si tu veux, on a fait un preview où on a donné un peu nos meilleurs joueurs, nos révélations, etc. Et donc, Thomas a choisi un joueur qui n'a pas été sélectionné. Je m'attendais à avoir un Berardi conquérant lors de cet Euro, mais il n'a même pas été sélectionné. Donc... Peut-être ça le problème. Hein. Bah voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, débat clos, je pense, hein, c'est Berardi, c'est lui la clé. Non, en vrai, je trouve, parce que je parle de Berardi, mais c'est un peu par rapport à ce que je voulais dire, c'est qu'offensivement, je trouve que c'est très pauvre et qu'il n'y a pas de réanimation offensive. Tu vois vraiment qu'il manque quelque chose, un vrai neuf. Toujours les mauvais choix. Toi. Ouais, je trouve que la créativité, elle y est pas. Mais par contre, je rejoins Xavier quand il dit on peut pas forcément juger que sur ce match-là, ni sur le premier. Je pense que le vrai test, ce sera face à la Croatie, parce que je pense que ce sont deux pays qui se valent. Et on verra ce que l'Italie est capable de faire. Déjà, on verra s'ils vont se qualifier. Alessio, t'es d'accord? Ouais, tout à fait d'accord. Je pense que, comme tu dis, l'Espagne était vraiment supérieure, donc c'est pas facile le premier match aussi. Un piège, ça pouvait être un piège aussi, hein, l'Albanie. Ouais, Donc, mais faut voir. on sait jamais avec l'Italie. Ils peuvent faire les 2 matchs là, pas top, et après ils peuvent monter en puissance et on sait bien comment ils sont et l'Italie. Hein. Donc ils peuvent aller arracher le plus haut possible, même avec un groupe peut-être inférieur aux autres. Mais il leur manque quand même quelque chose ou pas pour toi? Ouais, c'est sûr. Je pense si on voit quand même les matchs, comme je dis, ça dit pas tout, mais ça dit quand même déjà quelque chose si tu les vois jouer et tout. Mais bon, voilà, comme ça, on va voir le match contre la Croatie et puis après on peut juger. Alors paradoxalement, c'est le joueur qui a mis le but contre son camp, mais c'est le meilleur défenseur, c'est Calafiori. Je trouve que Calafiori, il est vraiment le mec qui surnage dans cette défense centrale. Il est incroyable. En plus, il a un flow, tu sais, un peu avec la Nesta, le bandeau et tout. Tu sais, en tant que joueur, ça change un peu. C'est important le flow quand on est joueur, non? Ouais, c'est vrai. Ça peut faire peur aussi aux adversaires. Hein. Tu vois qu'il est vraiment en confiance comme ça, charisme et tout. Donc ouais, c'est sûr que je pense qu'il va faire son transfert si c'est pas encore fait. Voilà. Ouais, je pense qu'il va faire son transfert et voilà. C'est un des meilleurs défenseurs central pour le moment. Donc déjà ça aussi ça peut faire grand chose si tu as déjà un très bon gardien derrière toi et un bon défenseur central, ça commence de là-bas quoi. Alors l'Italie joue contre la Croatie. Certainement que cette émission sera sortie au moment où le match sera en train de se jouer, donc je vais pas vous demander des pronostics. Par contre, jusqu'où peut aller cette Italie, Alessio? Quart de finale, demi, on en est où? On sait jamais avec l'Italie, c'est difficile à dire. Comme je dis, c'est un peu toujours l'Italie hein, quand ils vont aller chercher un titre ou quoi. On a vu Coupe du Monde 2006. Tu les vois monter en puissance? Tu sens qu'ils vont monter en puissance ou pas vraiment dans la tendance de ce que tu as vu? Pas vraiment, mais je les vois quand même aller loin, juste en allant arracher des matchs nuls, penalty, ils peuvent
avec l'efficacité aussi, ils peuvent aller loin. Ouais. Thomas, quart, demi. Bah, avant le début de l'Euro, j'aurais dit quart, demi. Là, tout dépend qui vont affronter en huitième, mais je serais pas étonné. S'ils finissent deuxième du groupe, ça sera la Suisse. Ouais, bah, je serais pas étonné qu'ils soient éliminés en huitième, ouais. Ok. Je Donc serais pas déception, ce serait une déception. Ouais, possiblement. clairement, oui. Mais je suis déjà déçu de leur jeu, donc a priori, je serais pas plus déçu que ça s'ils sont éliminés en huitième. Désolé. Pas de souci. Moi, je dirais l'écart. Les quarts de finale, ils peuvent le faire. Donc contre la Suisse, tu as vu les qualités de la Suisse contre l'Allemagne. Ça ne t'a pas si impressionné que ça. En fait, moi, je serais curieux de savoir, parce qu'on a vu contre l'Espagne que l'Italie pouvait jouer à bloc bas aussi. La Suisse, je trouve qu'ils aiment bien jouer aussi à bloc bas et se projeter vite vers l'avant. Ouais. J'aimerais bien savoir, dans ce match-là, quelle équipe va oser prendre le jeu à son compte. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Et c'est pour ça que je suis curieux de voir qui va pouvoir. Parce que si si l'Italie recule et fait faire le jeu à la Suisse, je pense que l'Italie peut faire quelque chose. Moi, le milieu de terrain suisse, Abicher, Xhaka, Xhaka, ouais, c'est c'est impressionnant. Hein. Franchement, c'est Xhaka, impressionnant. Abicher, on dirait un faux lent comme ça. Tu sais, C'est comme Rieder aussi, hein, il était incroyable face à l'Allemagne. il a été fantastique, effectivement. Le joueur du Stade Rennais, on est d'accord. Oui, hein. exactement. En plus de ça, il est sur le départ. Donc, je comprends pas pourquoi Julien Stéphan lui a pas fait confiance cette saison, mais c'est effectivement un joueur qui a fait un travail. Mais pour empêcher les relances à chaque fois, le pressing, elle est belle à voir jouer, l'équipe de Murat Yakin. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette Suisse. Et surtout, quelque chose de particulier que nous n'avons pas en Belgique, je trouve, c'est l'homogénéité. Il y a à peu près des joueurs de qualité similaire un peu dans tous les secteurs. Tu vois ce que je veux dire, Alexis ? Ouais, peut-être que, ouais, c'est vrai. C'est vrai que de l'autre côté aussi, un peu de diversité, ça peut faire du bien aussi pour changer un truc si ça marche pas trop bien. Mais ouais, c'est vrai que s'il y a un joueur blessé ou quoi pour le remplacer, ça reste un peu dans le même système de jeu et tout. Donc ouais. Et justement, quand on va parler de la Belgique, forcément, on parle de paroles de supporters. On vous a posé la question sur X, anciennement appelé Twitter. Vos ambitions pour les Diables Rouges ont-elles changé après la victoire de la Belgique contre la Roumanie ? 2-0, il faut le rappeler. Eh bien, on va démarrer tout de suite avec un premier commentaire, celui de Sébastien Mathieu, qui nous dit « C'était mieux. L'intensité était présente, mais ils sont un peu trop peu cliniques. Et derrière, tu sens qu'ils peuvent commettre une bourde à tout moment. Pour moi, cette équipe vaut quart de finale, pas plus. Mais on ne sait jamais sur un malentendu, Thomas. Clairement, sur un malentendu, ça peut aller plus loin et je l'espère. Mais moi, les ambitions, personnellement, n'ont pas changé. J'avais aucune ambition. Moi, c'est juste, on kiffe, on joue, on prend du plaisir et voilà, on verra où ça nous mène. Mais je suis d'accord avec le fait que derrière, c'est assez fébrile. Même si les deux, on va pas se mentir, face, ils montent en puissance. Alors que je suis pas du tout fan de lui, hein, je le répète. C'est un joueur que j'ai beaucoup de mal à l'apprécier, mais je trouve que là, ici, les deux premiers matchs qu'il a fait, il a quand même été bon. Et si je me trompe pas, je pense que Tedesco essaye de donner le rôle que Alderweireld avait avec la Belgique à l'époque. Par exemple, je pense au transversal qu'il lance. Il a lancé une fois De Bruyne, je pense. Et contre le Luxembourg, il avait lancé, je ne sais plus Kunopi, mais il avait donné un assist. Donc ces longs ballons sont parfois bons et c'est intéressant. Ça me fait penser un peu à Alderweireld, mais voilà, je pense qu'il a un peu raison. On pourrait faire une bourde à tout moment avec un face, je pense. Voilà, c'est ça. Et je sais très bien que tu parles de ça parce que j'ai été vraiment inquiété par quelque part, c'est une qualité, je le trouve incroyable dans la personnalité parce qu'il va dans l'anticipation. Tu sais, c'est le mec qui va se jeter, il veut gagner des duels, il est là pour ses coéquipiers. Mais qu'est-ce qu'il laisse de l'espace derrière lui? C'est trop à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire, Alessio? Ouais, je comprends aussi, mais je pense que c'est aussi un peu le système que les Belges y jouent. Avec un Doku sur les côtés, Lukaku qui sait très bien garder les ballons, c'est facile à monter. Donc voilà, pour les attaquants et tout, c'est bien parce qu'il y aura beaucoup de gens autour du box, mais pour les défenseurs, voilà, tout le monde doit monter aussi pour rester compact. Et alors ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espace derrière. Donc je pense pas vraiment qu'on peut lui rapprocher. Ouais, je pense que c'est son profil en fait. Ouais, c'est son style de jeu. Pour l'instant, on peut rien lui reprocher. Je reviens sur ce que j'ai dit. Hein. Il a fait 2 bons matchs. Faut être honnête là-dedans, faut être objectif. Mais
par la suite, je pense que ça pourrait potentiellement être un problème. On va lire aussi Sébastien Dupanloup. Sébastien nous dit « Confirmation que tu n'iras pas plus loin que les quarts. Aujourd'hui, tu avais ton équipe type et la plus compétitive que tu puisses mettre sur le terrain. Les changements ont montré le manque de profondeur sur le banc. » Le manque de profondeur sur le banc. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Xavier? Moi, je pense que je suis pas d'accord. Le problème, c'est que tu fais toujours le même changement alors que tu as les choix pour faire autre chose. Ouais. Par exemple, ici, le deuxième match contre la Roumanie, moi, je comprends pas pourquoi il a fait rentrer Trossard et pas Bakayoko, par exemple. Parce que tu mènes 2-0, tu sais que la Roumanie va pousser pour revenir, qu'il y aura de l'espace, mais quelqu'un qui peut aller provoquer en 1 contre 1, qui a un peu plus de vitesse pour justement faire la différence. Et tu mets Trossard qui est quand même pas forcément le plus rapide, qui préfère décrocher, rentrer dans le cœur du jeu. Donc, ça, par exemple, toi, alors que la profondeur, tu l'as, mais tu vises pas. Ouais, le phénomène Trossard, moi aussi, il m'inquiète. Je comprends Dans pas. certains matchs, je dis pas le contraire, mais là, typiquement, pourquoi tu le fais rentrer, toi? Moi, je parle d'attitude. Je parle mais d'attitude, l'attitude je parle aussi. de mentalité. Ça, c'est encore un autre problème. Non, c'est un Pour autre moi. problème parce que, son papa sort dans la presse le jour avant le match. C'est pas top, que ton père sorte dans Red Lights News en disant mon fils, on n'exploite pas bien ses qualités, etc. Derrière, on a l'impression que Domenico Tedesco, il fait de la politique parce qu'il veut pas le perdre et il le fait rentrer en jeu. Et quand il rentre en jeu, non seulement il n'est pas efficace sur les zones qu'il a, et il a quand même des belles occasions, il a quand même des possibilités de faire la différence, mais en plus de ça, il a l'air de bouder, Thomas. Ouais, il a toujours eu un peu le caractère un peu garçon susceptible, un peu tête de mule comme ça. Désolé, mais ces 2 matchs, c'était catastrophique. Même son entrée, elle était pas bonne. Alors que j'adore Trossard, c'est un joueur que j'adore vraiment, excellent à Arsenal et dans ses autres clubs. Mais là, après, je donne pas forcément 100% tort à son père. Je pense que ses qualités ne sont pas exploitées à 100%, mais je pense que le système de jeu de Tedesco n'est pas forcément le meilleur pour lui. Je pense qu'un Bakayoko et un Doku et un Luke Bacchio ont plus de qualité pour ce système de jeu que Trossard aujourd'hui. D'accord avec Thomas, elle est sûre? Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi comme il dit, pour moi, les qualités de Trossard, c'est vraiment aussi un joueur qui doit jouer sur le flanc gauche, même pour vraiment rentrer dans l'axe. Donc voilà, sa rentrée là, il a fait à droite, il a quand même eu des opportunités, parfois il a fait des mauvais choix, mais voilà, pour moi, dans la tête pour lui, et c'est ça que son papa a dit aussi dans la presse, c'est difficile pour lui de vraiment trouver son meilleur niveau quand une fois il doit jouer à gauche, une fois il doit jouer à droite, il se fait un peu changer partout, donc pas facile, mais voilà, il faut quand même montrer si t'as l'opportunité de rentrer dans un match pareil. Tellement d'occasions, il faut quand même être plus efficace ou montrer que voilà, c'est vraiment le bon choix que le coach il a fait de te faire rentrer. Tu penses que c'est juste une question d'automatisme? Tu penses que ces joueurs-là peuvent monter en puissance et justement se développer? Toi, tu n'es pas d'accord? Non, toi je pense que maintenant il est pas en confiance, donc je pense pas qu'il retrouvera la confiance. Il sera toujours dans ce mindset et dans ce mood-là. Ça changera plus. Donc on fait le choix Bakayoko? Bah nous oui, mais pas Tedesco. Non, mais alors oui. il faut faire ce choix-là, c'est ça oui, ma question clairement, que je pose. mais il le fera pas par rapport au fait que Trossard c'est un excellent joueur de base, qu'il a il a un standing au-dessus d'un Luke Bacchio ou Bakayoko, c'est son statut qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de le mettre parce que c'est un excellent joueur de base, mais dans cet Euro non, il changera, enfin il sera pas meilleur. Tu penses que justement un profil comme Yohan Bakayoko sur le côté gauche, comme le dirait Xavier, peut apporter un peu plus? Parce qu'on l'a très peu vu en fait depuis ce début de tournoi. C'est un joueur spécial quand même. C'est vrai que c'est un joueur spécial avec il a fait sa saison incroyable au PSV. Donc voilà, moi je suis pas tout à fait d'accord allez, moi je comprends le choix de Tedesco de faire rentrer Trossard à la place de Bakayoko, parce que pour moi Bakayoko peut-être, je le connais pas comme le coach le connaît ou quoi, donc peut-être que c'est juste que Trossard c'est un meilleur remplaçant que Bakayoko aussi, que lui il va plutôt commencer le match que Trossard. Mais bon voilà, quand même si on voit Trossard, il a fait quand même à Arsenal, souvent il est rentré, il a fait la différence. Peut-être que le coach il espère un peu ça, et comme tu dis que là il est pas en confiance et tout, ça peut changer en un match. Tu le fais rentrer. Non, je pense que voilà, j'ai déjà vu dans les clubs où j'ai joué, si un joueur il est vraiment pas en confiance, que ça peut vraiment changer en un match. Tu le fais rentrer, il marque un but exceptionnel, ou là aussi il a eu les opportunités, ça peut changer. Donc voilà, pour revenir sur Bakayoko, moi j'aimerais bien le voir jouer plus.
Comme je dis, la saison qu'il a fait au PSV, j'ai regardé quelques matchs, il était incroyable. Donc on peut encore bien l'utiliser, mais la profondeur des Belges, je pense que quand même, voilà, elle est là. Même avec Openda aussi sur le banc. Voilà, je pense que peut-être il joue pas trop maintenant parce que Romelu il fait vraiment ses matchs. Il est un peu malheureux, mais voilà, il fait vraiment des top matchs. Est-ce qu'il sait l'utiliser, Tedesco? Est-ce qu'il arrive à sortir la quintessence des qualités d'Openda? C'est une vraie question. Je pense que c'est difficile dans ce système parce que je pense qu'il veut pas sortir Romelu. Surtout en ce moment-là où il n'a pas encore marqué de but. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'il veut pas sortir Romelu, plutôt ça que pas utiliser Openda. Alors, l'utiliser et ne pas l'utiliser, je suis d'accord, mais est-ce que lui, dans sa façon d'entraîner, dans l'animation, est-ce que tout est mis en place pour que Openda réussisse? C'est ça ma question. Mais c'est pas le but non plus. Lui, il est arrivé avec son système de jeu, il a placé les joueurs qu'il a dans son noyau par rapport à son système de jeu. Aujourd'hui, le débat... Ouais, mais pourquoi tu prends Openda s'il convient pas à ton système? Oui, prends un autre alors. Non, tu peux pas laisser Openda à la maison avec tous les buts qu'il a marqués. Openda, il est bon que si tu joues, enfin, moi je trouve personnellement, c'est mon avis, il est bon. Après, j'espère qu'il va me faire démentir. Quand tu joues avec deux attaquants. Oui, mais tu joues jamais avec deux attaquants. Mais si tu joues avec deux attaquants, t'enlèves un ailier. On a tellement d'ailiers dans le. Ouais, mais le problème, Openda, seul en pointe, il est pas très bon. Alors, mais j'espère qu'il va s'améliorer et qu'il va me faire démentir, clairement. Quand la Slovaquie, il est rentré, il a joué avec deux attaquants. Il peut l'utiliser dans un système comme ça. Il sera utilisé en tant que backup. Donc, moi, je pense que c'est son rôle aujourd'hui à Openda. Même si, voilà. Je l'aime bien, mais voilà, c'est comme ça. Non, mais important aussi d'avoir dit ça. Alessio, avant de te laisser te remercier d'avoir été présent dans l'émission, encore une fois, grand merci d'avoir été là. Quelles sont tes ambitions pour la Belgique? Où est-ce que tu vois cette Belgique arriver? Est-ce que quelque part, si cette Belgique, elle fonce sur ses qualités individuelles et justement les qualités offensives de certains joueurs dont on a parlé, elle aura plus de chances d'aller loin, quelque part, avec une idée de jeu, de dire on gagne 5-4, c'est mieux d'essayer de préserver le 1-0? Oh, c'est difficile. C'est la dernière, c'est la plus difficile. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, je pense que la Belgique, peut-être que ça leur a fait du bien de perdre ce premier match pour vraiment voilà, avoir aussi le sentiment de revanche ou de vraiment essayer de faire un plus. Voilà, maintenant que, allez, je pense que, comme tu dis, je pense que pour la Belgique, c'est mieux d'aller chercher les 5-4 que le 1-0. C'est ça, on fait all-in sur l'offensive, quitte à accepter d'encaisser des buts. Non, pas comme ça, mais voilà, quand même, je pense que le point fort est quand même l'offensif. Si tu vois les qualités individuelles offensives, on est dans les meilleures équipes dans le championnat. Donc, je les vois quand même encore aller assez loin. Ça va juste être l'efficacité et surtout derrière alors, je pense. Ouais, derrière effectivement. Donc je resterai quand même sur mon idée. Il faut marquer, même si on encaisse, c'est pas grave. Il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Les qualités offensives sont tellement importantes. Aujourd'hui, un Jérémy Doku met la moitié de ses occasions créées. Le match, il est gagné. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est ton tweet, ça. Non, j'ai dit qu'il était top 10 Ballon d'Or. C'est pas la même chose. Ça se rejoint. Exactement. Mais it's another story for another day. Thomas, merci beaucoup d'avoir été présent. Ok. On se revoit très vite. Hein. Ouais, mais dernière chose, parce qu'on en a pas parlé, et j'aimerais vraiment le dire, qu'on vient plus m'emmerder avec le cas Courtois. On a Castells, c'est le meilleur, je vais plus rien savoir. C'est vrai. Castells, elle était excellent. Mais je pense qu'il est pas là, je suis pas sûr qu'il gagne, honnêtement. Bah oui, mais nous on disait l'inverse, Courtois n'est pas là, on gagnera pas l'Euro ou on n'ira pas loin. Bah moi j'ai dit l'inverse, et Castells, il est excellent. Eh ben tu sais quoi, on commencera sur les Diables Rouges par rapport à Castells. Je suis pas là. Exactement. On consacrera une page à Koun Castells parce qu'il le mérite. Il a été absolument décisif, fondamental dans le match contre la Roumanie. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est ça. Alessio, encore un grand merci. Tu es à la maison ici. Tu viens quand tu veux. Et puis c'était un grand plaisir de t'accueillir dans le Football Time. Sache-le. Beaucoup de bonnes choses pour le futur. Et puis beaucoup de choses aussi dans ta vie. Félicitations aussi pour tout ce qui se passe au niveau personnel pour toi. Je suis très heureux pour toi. Et puis que tu continues à progresser, en tout cas. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis dans le Football Time. On se retrouve très, très, très rapidement. L'Euro ne fait que commencer. Encore plein d'invités, encore plein de choses à dire sur cette magnifique compétition qu'est le championnat d'Europe. Ciao, ciao.